de ma comparaison précédente de deux voisins bienveillants déduire la justification du poète, pas plus que celle du peintre. Une simple comparaison ne prouve ni ne justifie rien, mais voici ce qui les justifiera. De même que chez le peintre, les deux instants différents se touchent de si près et si immédiatement qu'ils peuvent sans difficulté passer pour un seul et unique instant. De même, chez le poète, les traits multiples qui représentent les diverses parties et les diverses propriétés étendues dans l'espace se succèdent si rapidement, dans une durée si restreinte, que nous croyons les entendre tous à la fois. Et ici, dis-je, Homère est servi d'une manière toute spéciale par les ressources de sa langue. Non seulement elle lui laisse toute liberté pour l'entassement et la composition des épithètes, mais elle agence ces épithètes entassées d'une manière si heureuse que la suspension de leur rapport se trouve ainsi compensée. Il manque généralement un ou plusieurs de ces avantages au langage moderne, les unes comme la langue française en étant forcée de transcrire par exemple de cette façon. Les roues rondes qui étaient des reins et avaient 8 rayons expriment la pensée mais détruisent l'image. Or ici la pensée n'est rien, l'image est tout, et la pensée sans l'image fait du poète le plus vivant, le bavard, le plus fastidieux, sort auquel le bon Homère a été soumis fréquemment sous la plume de la scrupuleuse Madame Dacier. De son côté, notre langue allemande peut bien, il est vrai, le plus souvent rendre les épithètes d'Homère par des épithètes synonymes et aussi courtes, mais elle ne peut imiter l'arrangement si accommodant de la langue grecque. Nous disons bien ronde des reins à 8 rayons, mais roux se traîne derrière. Qui ne sent que 3 différents attributs énoncés avant le sujet ne peuvent produire qu'une image vague et confuse. Le grec lit le sujet immédiatement avec le premier attribut et fait suivre les autres. Il dit « deux ronds de roues des reins à 8 rayons ». Nous savons aussi d'un seul coup de quoi il parle et conformément à l'ordre naturel de la pensée, nous faisons connaissance d'abord avec la chose, ensuite avec ses qualités accidentelles. C'est un avantage que notre langue n'a pas, ou bien dois-je dire qu'elle l'a et qu'elle ne peut que rarement s'en servir sans équivoque. C'est tout un, car si nous voulons placer les épithètes après, il faut qu'elles soient invariables. Il faut que nous disions Runde Rader et Ern und Achte Zweischicht. Mais laissés ainsi invariables, nos adjectifs deviennent complètement semblables aux adverbes. Et si on les joint comme tel au verbe le plus proche, qui a été affirmé de la chose, ils peuvent former un sens souvent tout à fait faux et toujours très équivoque. Mais je m'arrête à des détails insignifiants et je semble vouloir oublier le bouclier d'Achille, ce tableau célèbre, à cause duquel principalement Homère a été autrefois regardé comme un maître en peinture. Un bouclier, dira-t-on, est pourtant bien un objet matériel distinct dont la description d'après ses parties disposées les unes à côté des autres ne doit pas être permise au poète. Et ce bouclier, Homère l'a décrit en plus de 100 vers pompeux, pour sa matière, pour sa forme, pour toutes les figures qui en remplissaient l'immense surface. Il a décrit avec tant de détails, tant de précision qu'il n'a pas été difficile à des artistes modernes d'en faire un dessin en tout point conforme à cette description. Je répondrai à cette objection spéciale que j'y ai déjà répondu. Homère peint le bouclier non pas comme un chevet parfait, mais comme un bouclier qu'on est en train de faire. Il a donc ici encore usé de cet heureux artifice qui consiste à changer en consécutif ce qu'il y avait de coexistant dans son sujet, et par ce moyen, il a su changer une fastidieuse peinture d'un corps en un tableau vivant d'une action. Ce n'est pas le bouclier que nous voyons, mais l'artiste divin occupé à fabriquer ce bouclier. Il s'avance vers son enclume, avec son marteau et ses tenailles, et après qu'il eut transformé en lame le métal grossi à nos yeux, sous un manteau habile, sortent de l'airain, l'une après l'autre, les images dont il veut l'orner. Nous ne le perdrons plus de vue jusqu'à ce que tout soit fini. Maintenant il est achevé, nous l'admirons. Nous admirons l'ouvrage, mais avec l'admiration confiante d'un témoin oculaire qu'il a vu faire. On ne peut pas en dire autant du bouclier d'Énée dans Virgile, où le poète romain n'a pas senti si la beauté de son modèle, ou bien les choses qu'il voulait mettre sur son bouclier lui ont paru de nature à ne pouvoir être exécutées sous nos yeux.
C'étaient des prophéties, il n'eût peut-être pas été convenable que le Dieu expliquât en notre présence aussi clairement que le poète le fait ensuite. Des prophéties en tant que telles exigent un langage obscur qui ne comporte pas les noms des héros futurs auxquels elles s'appliquent. Et pourtant, selon toute apparence, ces noms est ici l'important pour le poète et le courtisan. Si cela l'excuse, cela ne détruit pourtant pas le mauvais effet qu'il a produit en s'écartant de la voie suivie par Homère. Les lecteurs d'un goût subtil me donneront raison. Les dispositions que prend Vulcain pour son travail sont chez Virgile à peu près les mêmes que celles que lui fait prendre Homère. Mais chez Homère, nous sommes admis à voir non seulement les préparatifs du travail, mais encore le travail lui-même, tandis que, après nous, avoir montré vaguement le dieu occupé avec ses cyclopes. Dans Énéide, ils forgent un bouclier immense, les uns reçoivent l'air dans des soufflets gonflés, les autres trempent le fer dans l'eau sifflante, l'antre gémit des coups frappés sur l'enclume, les cyclopes élèvent tour à tour leurs bras en cadence et la tenaille mordante à la main, ils retournent la masse embrasée du fer. Virgile fait tomber le rideau et nous transporte vers toute autre scène. Il nous amène de là insensiblement dans la vallée où Vénus vient trouver Énée, avec les armes qui ont été achevées pendant ce temps. Elle les appuie au tronc d'un chêne et quand le héros les a contemplés, admirés, tâchés et éprouvés, alors commence la description ou la peinture du bouclier, laquelle par ses éternels voici voilà, on voit auprès de cela, non là vous apercevez, devient si froide, si fastidieuse, que tous les ornements poétiques dont un Virgile a pu l'embellir étaient nécessaires pour qu'elle ne nous parle pas insupportable. De plus, puisque cette peinture n'est pas faite par Énée, lui qui admire les dessins sans rien savoir de leur signification, il se plaît à voir l'image des choses qu'il ne connaît pas. Ni par Vénus, bien qu'elle dût connaître les destinées de ses descendants, tout aussi bien que son complaisant époux, mais puisqu'elle sort de la bouche même du poète. Il en résulte évidemment que l'action reste suspendue pendant cette description. Aucun des personnages du poème n'y prend part. Il est en outre fort indifférent pour la suite que le bouclier représente cela ou autre chose. Partout perce le fin courtisan qui orne son sujet de toutes sortes d'allusions flatteuses, mais on ne voit pas là le grand génie qui compte sur la force propre de son œuvre et méprise tout moyen étranger de la rendre intéressante. Le bouclier d'Énée n'est donc qu'un véritable remplissage, ayant pour seul et unique but de flatter l'orgueil national des Romains. C'est un ruisseau lointain que le poète amène dans son fleuve pour lui donner un peu plus d'animation. Le bouclier d'Achille, au contraire, est le produit propre d'un sol fertile, car il fallait qu'un bouclier fût fait, et comme ce qui est nécessaire ne sort jamais sans grâce des mains de la divinité, il fallait que le bouclier eût des ornements. Mais l'art consistait à traiter ces ornements comme de simples ornements, à les lier à l'objet principal afin de nous les montrer qu'à l'occasion de cet objet principal, et cela ne pouvait être obtenu qu'à la manière d'Homère. Le poète grec fait fabriquer des ornements par Vulcain en même temps, et parce qu'il fait un bouclier qui doit être digne de lui, Virgile au contraire semble lui faire faire un bouclier à cause des ornements, puisqu'il attache assez d'importance aux ornements pour en faire une description spéciale longtemps après que le bouclier est achevé. On connaît les objections que Scaliger le père, Perrault, Terrasson, d'autres encore font contre le bouclier d'Homère. Les réponses de Dacier, Boivin et Pope sont tout aussi connues, mais il me semble que ces derniers se laissent souvent entraîner trop loin et que, confiant en la justesse de leur cause, ils avancent des choses tout aussi inexactes que peu propres à la justification du poète. Pour répondre à l'objection principale qu'Homère couvre le bouclier d'une foule de sujets qu'il eût été impossible de faire tenir sur sa surface, Boivin a entrepris de le faire dessiner en observant la mesure nécessaire. Son idée de plusieurs cercles concentriques est très ingénieuse, bien que les paroles du poète ne le permettent aucunement. On ne retrouve rien par ailleurs qui indique que les anciens aient eu des boucliers divisés de cette manière, puisqu'Homère lui-même le nomme un bouclier travaillé de tous côtés de multiples ciselures.
Le vers n'est pas d'Homère, peut-être s'agit-il d'une citation de mémoire du bouclier d'Hésiode. Et il entourait tout entier le bouclier aux multiples ciselures. J'aurais préféré, pour y trouver plus de place, avoir recours à la surface concave, car on sait que les artistes anciens ne la laissaient pas vide, comme le montre le bouclier de Minerve, par Phidias. Ce n'était pourtant pas assez pour Boivin de ne pas user de ce privilège. Il a encore augmenté sans nécessité les sujets eux-mêmes, pour lesquels il devait trouver place sur l'espace ainsi diminué de moitié. Car ce qui, chez le poète, n'est évidemment qu'un seul tableau, il a divisé en deux et même en trois. Je sais bien ce qui l'y a poussé, mais cela n'aurait pas dû. Au lieu de s'efforcer de satisfaire les prétentions de son adversaire, il aurait dû lui montrer qu'elles étaient injustes. Je me ferai plus complètement comprendre avec un exemple, quand Homère dit d'une ville. Dans l'Iliade, une assemblée nombreuse se pressait sur le marché. Deux hommes s'y disputaient vivement au sujet d'un homicide. L'un affirmait avoir payé la rançon, l'autre niait l'avoir reçue. Tous les deux s'empressaient d'arriver au juge. Les uns soutenaient celui-ci, les autres celui-là. Les héros faisaient taire la foule. Les juges assis dans l'hémisphère sacré sur des pierres taillées, prenant dans leurs mains les bâtons des héros. Ceux levèrent de l'un après l'autre et prononcèrent la sentence. On voyait aussi deux talents placés au milieu de l'assemblée. Je crois qu'il n'a voulu faire qu'un seul tableau, la peinture d'un jugement public à propos du paiement contesté d'une amende considérable pour un meurtre commis. L'artiste qui veut exécuter ce sujet ne peut en utiliser à la fois qu'un seul moment, soit celui de l'accusation ou celui de l'audition des témoins, ou celui du jugement, ou tout autre moment qui lui convient le mieux, avant ou après, ou entre les deux. Ce moment particulier, il le rend aussi fécond que possible. Il le rend avec toutes les illusions dont l'art dispose et qui sont interdites à la poésie dans la représentation des objets visibles. Tout à fait inférieur de ce côté, obligé de peindre ce sujet avec des paroles que peut faire le poète, s'il ne veut pas échouer complètement, sinon user des privilèges qui lui sont propres. Et quels sont ces privilèges ? La liberté de s'étendre aussi bien sur ce qui a précédé que sur ce qui va suivre l'instant représenté, et la possibilité de nous faire voir ainsi non seulement ce que nous fait voir l'artiste, mais aussi ce que ce dernier ne peut que nous faire deviner. Ce n'est que par cette liberté, par cette possibilité, que le poète se rapproche de l'artiste. Leurs œuvres sont aussi semblables que possible quand elles produisent un effet également vif, et non pas quand l'une n'apporte à l'âme par l'intermédiaire de l'oreille, ni plus ni moins que l'autre ne représente à l'œil. C'est d'après ce principe que Boivin aurait dû juger le passage d'Homère, et il n'en aurait pas fait autant de tableaux qu'il a cru y remarquer de périodes différentes. Il est vrai que tout ce que dit Homère ne pouvait guère être rassemblé dans un seul tableau. L'accusation et la défense, la déposition des témoins et l'appel au peuple divisé, l'effort des héros pour apaiser le tumulte, la décision de l'arbitre, sont des choses qui se suivent et ne peuvent pas être juxtaposées. Cependant, ce qui n'était pas dans le tableau inactu, pour employer les termes d'école, y était virtuté, et la véritable manière de reproduire par des paroles un tableau matériel, c'est de lier avec les objets réellement visibles ce qu'ils font supposer, et de ne pas se renfermer dans les bornes de l'art, qui permettent bien au poète de raconter la donnée d'un tableau, mais non de représenter le tableau lui-même. De même, Boivin divise en trois tableaux la peinture de la ville assiégée. Il aurait aussi bien pu le diviser en 12 qu'en 3, une fois admis qu'il ne comprenait pas le génie du poète et qu'il lui demandait de s'assujettir à l'unité du tableau matériel. Il aurait pu trouver bien plus de violation de cette unité, puisqu'il aurait été presque nécessaire de donner à chaque trait particulier du poète une place particulière sur le bouclier. Selon moi, Homère n'a en tout pas plus de 10 tableaux différents sur le bouclier, chacun d'eux commençant par là était représenté, là a été fait, là il prit, le boiteux mis là pour ornement. Là où la phrase ne commence pas par ces mots, on n'a pas le droit d'admettre un tableau séparé. Au contraire, tout ce qu'ils enferment doit être regardé comme un seul tableau, auquel il ne manque que la concentration arbitraire sur un seul point de la durée, que le poète n'était nullement forcé d'indiquer, bien plus s'il avait indiqué
s'il y avait étroitement tenu, s'il n'avait pas laissé échapper le moindre trait qui ne pût se rattacher à son développement réel. En un mot, s'il avait agi comme le demandent ses critiques, ces messieurs, il est vrai, n'auraient eu rien en lui à critiquer, mais en fait aucun homme debout n'y aurait rien trouvé à admirer. Pope non seulement approuva la division et le dessin de Boivin, mais il crut encore faire quelque chose de très remarquable en montrant de plus que chacun de ces tableaux, ainsi divisés et disposés d'après les lois les plus rigoureuses aujourd'hui en usage dans la peinture, contraste, perspective, les trois unités, il y trouvait tout observé le mieux du monde, quoiqu'il sût très bien que d'après des témoignages dignes de foi, la peinture au temps de la guerre de Troie était encore en enfance. Homère ne s'en serait donc pas tenu à ce que la peinture pouvait faire à cette époque ou dans son premier temps, mais il faudrait que grâce à son génie, il eût divisé ce que d'une manière générale la peinture était en état de faire. Ou bien, il faudrait que ces témoignages ne soient pas assez dignes de foi pour qu'on ne dût leur préférer le témoignage manifeste de l'art déployé dans la fabrication de ce bouclier. Quant à la première supposition, l'admettre qui voudra. Pour la seconde, elle ne sera admise par aucun homme sachant quelque chose de plus que les seules indications des historiens. Car si l'on croit qu'au temps d'Homère, la peinture était encore dans l'enfance, ce n'est pas seulement parce que Pline ou tout autre le dit, mais surtout parce que d'après les œuvres d'art dont parlent les anciens, on juge que de nombreux siècles plus tard, elle n'était guère plus avancée et que par exemple, les œuvres de Polygnote seraient encore moins de pouvoir subir l'épreuve que les tableaux de bouclier d'Homère soutiendraient selon Pope. Les deux grands morceaux de ce maître, qui étaient à Delphes, et dont Pausanias nous a laissé une description si détaillée, étaient évidemment dépourvus de perspective. Cette partie de l'art doit être complètement refusée aux anciens, et ce que Pope allègue pour prouver qu'Homère en avait déjà une idée ne prouve rien, si ce n'est que lui-même n'en possède pas une notion bien précise. Homère, dit-il, ne peut avoir été étranger à la perspective, puisqu'il énonce expressément la distance d'un objet à un autre. Il remarque par exemple que les espions sont placés un peu plus loin que les autres personnages, et que le chêne sous lequel on prépare le repas des moissonneurs est sur le côté. On prépare. Ce qu'il dit de la vallée parsemée de troupeaux, de chaumières et d'étables est évidemment la description d'un grand paysage en perspective. Une autre preuve générale peut aussi être tirée de la foule de personnages représentés sur le bouclier, lesquels n'auraient pas pu être figurés dans toute leur grandeur. D'où l'on peut conclure d'une manière presque incontestable que l'art de les réduire d'après les lois de la perspective était déjà connu à cette époque. La simple observation de cette loi d'optique qui fait que les objets paraissent plus petits de loin que de près est loin de constituer la perspective dans un tableau. La perspective exige un point de vue particulier, un point d'observation déterminé et naturel, et c'est ce qui manquait au tableau ancien. Dans les tableaux de Polygnote, le terrain n'était pas horizontal, mais s'élevait tellement par derrière que les personnages auraient dû paraître placés les uns derrière les autres, semblaient placés les uns au-dessus des autres. Et si cette position des divers personnages et des groupes qu'ils forment était générale, comme le font supposer les anciens bas-reliefs où les personnages placés en arrière sont toujours plus élevés que ceux qui se trouvent devant, de telle sorte qu'on peut les voir au-dessus d'eux. Il est naturel de supposer qu'il en va de même dans la description d'Homère, et de ne pas diviser inutilement ceux de ces tableaux qui peuvent de cette façon conserver leur unité. La double scène de la cité paisible à travers les rues à laquelle passe un joyeux cortège de noces, tandis que sur le marché se juge un procès important, n'exige donc pas un double tableau, et Homère a bien pu l'imaginer unique en se représentant la ville d'un point de vue assez élevé pour que son regard embrassât à la fois les rues et le marché. Mon opinion est que l'on est arrivé à la véritable perspective dans les tableaux qu'en passant par la peinture des décors, et encore, lorsque celle-ci avait déjà atteint sa perfection, et n'a pas dû être si facile d'en appliquer les règles sur une simple surface plate, puisque dans les peintures plus récentes des antiquités d'Herculanum, il se trouve des fautes contre la perspective si nombreuses et si diverses qu'on les pardonnerait à peine aujourd'hui à un écolier. Mais je m'épargnerai la peine de réunir mes remarques éparses sur un sujet pour lequel j'espère trouver satisfaction complète dans l'histoire de l'art
qui nous était promise par M. Winkelmann, écrit en 1763.